Bonjour Aloker, je suis Bonjour. très ravie de vous recevoir dans le cadre du Focus Polar organisé à l'occasion du Salon international du livre de Séoul. Vous êtes romancière, scénariste et réalisatrice. Et vous êtes également avocate pénaliste au barreau de Paris. Et votre cinquième roman, La Daronne, paru en 2017 en France, vient d'être traduit en coréen en mars dernier. Tout d'abord, pouvez-vous saluer vos lecteurs qui vous regardent depuis la Corée du Sud? Alors, je vous salue et qu'est-ce que j'aurais bien aimé venir vous voir parce que j'aurais fait plein de courses, j'aurais été dans les magasins, j'aurais acheté des cosmétiques, des fringues, ça aurait été très bien, mais malheureusement, je ne peux pas. Le héros de Commis d'office, votre premier livre paru en 2004, est justement avocat pénaliste comme vous. Et votre métier est-il une grande source d'inspiration pour vous? Et où trouvez-vous en général votre inspiration? Jusqu'à La Daronne compris, j'ai écrit des romans judiciaires en France. Le public aime beaucoup les histoires judiciaires. D'ailleurs, à la télévision, les émissions, nous on a une émission par exemple qui s'appelle Complément d'enquête qui raconte les grands procès, tout ça. Les gens regardent tous totalement avides de sexe et d'histoires comme ça. Et moi, comme je travaille avec mon mari comme avocate dans ce domaine-là, en fait, on brasse tellement d'histoires et de faits divers et de cas particuliers que on a une matière humaine énorme. Et de là, je peux tirer des histoires. Mais au début, j'ai fait ça parce que notre métier était quelque chose de très mystérieux pour les gens à l'extérieur. Qu'est-ce qu'un avocat pénaliste? Et qu'est-ce que mon premier héros était avocat pénaliste? Qu'est-ce que c'est? Parce que tout le monde, personne ne se pose la question qui nous paye, mais en fait, ce sont les truands qui nous payent. Évidemment, ce sont les truands qui nous payent. Et qu'est-ce que c'est d'être payé par un truand et qu'est-ce que c'est de se faire payer par un truand et récupérer son argent chez les truands? Et ça, cette équation-là, personne ne s'était posé la question. Et donc, quand Commis d'office, mon premier roman, est sorti, tout le monde a dit, mais oui, c'est vrai, en fait, on n'y avait jamais pensé. Comment des gens de la société civile honnête peuvent vivre et payer, par exemple, les vacances scolaires de leurs enfants avec l'argent de la drogue, de la prostitution et des braquages. Voilà. Et vous avez porté vous-même à l'écran Commis d'office 5 ans après sa publication. Lors de son écriture, aviez-vous déjà imaginé son adaptation? Et réaliser son premier long métrage d'après son propre roman n'est pas donné à tout le monde. Alors, la chose, c'est qu'avant d'être avocat pénaliste, euh, je viens du monde du cinéma. J'ai appris à la fac, j'ai pas fait du droit pénal, j'ai fait du droit d'auteur. Et quand j'étais étudiante, moi, ce que je voulais faire, c'est travailler dans la production cinématographique parce que j'aime beaucoup les paillettes et travailler dans le cinéma, c'était vraiment un rêve. Et donc, j'ai commencé à travailler dans des sociétés de production de longs métrages. Et la lecture de scénario est quelque chose qui m'était très habituel. Et puis à un moment, je me suis dit, en fait, si je fais ça, c'est parce que je suis un auteur frustré. Je veux faire du cinéma vraiment. Donc j'ai commencé à tourner des courts-métrages en même temps que mon travail. Et puis ces courts-métrages ont reçu un accueil très positif du public. Et puis la vie, j'ai passé mon diplôme d'avocat. Et quand j'ai commencé à écrire sur mon expérience, déjà au moment de l'écriture, je me suis dit, euh, une fois que j'ai eu une vraie idée d'histoire, hein, qui est toute simple, c'était un pitch simple, c'était l'histoire d'un avocat qui ressemble tellement à un truand qu'il se fait remplacer contre de l'argent par ce truand en prison. Donc le pitch était simple, je me suis dit c'est un pitch très facile pour un producteur, je vais écrire le scénario. Et comme je sais écrire des scénarios, eh ben, j'ai trouvé un producteur tout de suite et j'ai dit quelque chose qui a franchi ma bouche et ma hardiesse m'a étonné moi-même. J'ai dit, en fait, c'est moi qui vais le réaliser. Et il a accepté. Et ça s'est fait et on a trouvé le financement. Après, vous dire que ça a été l'expérience de ma vie, non. Je n'ai pas, j'ai pas aimé être réalisateur. Alors, je sais, ça paraît bizarre comme ça,
Mais réalisateur, c'est d'abord faire des images. Et en fait, l'image, c'est pas mon médium, c'est vraiment l'écrit. Je m'en suis rendu compte au moment de le faire. Je l'ai fait, c'est sorti, ça a eu un certain succès, c'est pas le problème. Mais j'ai pas trouvé ça épanouissant en fait. Depuis votre premier ouvrage, vous ne cessez de dénoncer les absurdités de notre monde, mais toujours avec humour. Est-ce majeur pour vous d'aborder des sujets comme le travail illégal, l'immigration, le racisme ou le sexisme, etc., sous l'angle de l'humour et de l'absurde? Bah, si on fait des choses, si on écrit des romans, il y a par exemple des syndicalistes qui écrivent des romans ou des politiques ou des féministes. C'est des choses graves. Les gens n'ont pas envie de lire après avoir fait 4 heures de transport pour aller travailler, lire dans leur métro des trucs qui leur rappellent leur journée affreuse. L'humour, c'est une façon de rendre le livre attractif et surtout de faire plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire aussi mes livres peuvent être lus à n'importe quel âge. Même quelqu'un qui est très jeune peut y trouver dans l'humour quelque chose qui le fait rire, sans le plonger obligatoirement dans des problèmes de travail illégal, par exemple, qui ne le concernent pas parce qu'il est étudiant. Mais ces différents niveaux de lecture qu'apporte l'humour permet d'avoir un public plus large et surtout de faire passer des messages sans qu'on s'en aperçoive, en fait. Et en 16 ans de carrière, vous avez publié 6 romans, tout en participant à différents projets de cinéma en tant que scénariste et réalisatrice. Envisagez-vous de vivre uniquement de votre plume dans un avenir proche, ou bien ces 12 activités sont pour vous indissociables et complémentaires? En fait, vivre de ma plume, je n'ai jamais vécu de ma plume parce que vivre de sa plume, c'est extrêmement stressant. On doit rendre du travail. Et puis, en fait, vous dépendez du désir des autres. Alors que quand on est avocat, on fait son travail. Je veux dire, c'est pas, on dépend du désir des autres aussi parce que si on n'est pas désigné, on n'a pas de client. Mais moi, c'est pas moi qu'on désigne, c'est mon mari. Et lui, l'équation désir, il la résout très bien. Moi, je fais des actes et je le remplace quand il peut pas aller au tribunal. Je le remplace. Donc, j'ai pas la charge des clients sur le dos, en fait. C'est comme si je suis une collaboratrice, sauf que je ne suis pas payée puisque en fait l'argent c'est pour la famille, qu'on paye ou qu'on ne paye pas, je m'en fiche. Nous, on est très liés, donc c'est vrai que ce n'est pas très féministe ce que je raconte, mais de toute façon c'est comme ça. Enfin, c'est comme un couple de commerçants, il y en a un qui est derrière la caisse et l'autre qui est dans la cuisine à faire les plats, et le fils qui fait le service dans le restaurant. On travaille on a une entreprise familiale et, et j'y participe comme tout le reste de la famille. Donc voilà, mais vivre que de mon écriture, non, j'aimerais pas. Puis c'est assez stérile de rester. On ne peut pas être à la fois sur le balcon en train de regarder les gens passer dans la rue et passer dans la rue. Vous comprenez? Il faut vivre des choses pour pouvoir les écrire. Et puis pour être en phase avec son époque aussi. Il y a beaucoup de gens que je lis, je ne devrais pas le dire, mais enfin, c'est quand même la réalité. Je trouve ça ringard parce qu'en fait, ils ne sont plus liés à la société. Voilà. Et parlons de votre 5e roman, La Daronne, qui est votre premier livre traduit en coréen. Tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi le mot La Daronne comme titre? Euh, donc, dans l'histoire, c'est une traductrice judiciaire qui traduit des écoutes téléphoniques en langue arabe et elle profite de ces écoutes pour détourner une énorme cargaison de cannabis et dealer elle-même le cannabis. Elle écoute en même temps, elle s'écoute parler aux dealers, trafique les écoutes avant de les donner aux policiers. Donc elle a toujours un coup d'avance. Et les dealers, voyant cette femme surgir de nulle part qui leur vend du cannabis, comme elle est âgée, ils l'appellent la daronne. La daronne, dans le langage des cités français, dans le langage des quartiers pauvres, la daronne, ça veut dire la mère. C'est un ancien mot de la langue française, mais vraiment un mot médiéval qui veut dire juste la mère, hein, c'est tout. Il y a le daron, la daronne, c'est la femme du daron, et le daron, c'est le père. Voilà. Donc, toutes les vieilles, c'est-à-dire toute personne au-dessus de 25 ans,
est appelée par les jeunes, ma daronne a dit, la daronne a dit. Voilà, c'est un langage familier. Et alors, pour la petite histoire, donc j'ai appelé ça, c'était très naturel parce que c'est comme ça que mes enfants m'appellent entre eux. Par exemple, ils disent la daronne, il a encore hurlé après, etc. Entre eux, ils m'appellent comme ça. Et tous les enfants de la Terre ici appellent leurs enfants la daronne. Et à un moment, au mois de mai, mon livre a fait un pic de vente absolument invraisemblable. Et mon éditrice a dit, je ne comprends pas, en 40 ans, parce que ça fait 40 ans qu'elle est éditrice, en 40 ans, je n'ai jamais vu un pic de vente comme ça, de manière totalement inexpliquée. Je ne comprends pas. Donc ça m'énerve, j'ai demandé au distributeur, machin, personne ne sait. Et elle finit par demander à un libraire, elle va dans une librairie à Paris, et dit, mais pourquoi tout d'un coup vous êtes mis à vendre autant de livres? Et la libraire lui a dit, bah, c'est la fête des mères, les gens ont acheté la dame pour offrir à leur mère. Et elle est tombée des nues, on est tous tombés des nues parce que jamais on se serait posé cette question. Voilà. Pensez-vous que c'est un excellent cadeau pour les mères? Bah, les gens, quand ils ne savent pas quoi offrir, vous savez, ils achètent un livre qui s'appelle La Daronne, ils l'offrent à leur mère et puis ils sont contents, ils sont débarrassés. Je dois en avoir vendu beaucoup comme ça. Hein. La protagoniste de la daronne s'appelle Patience Portefeux. Cette mère parisienne qui exerce le métier d'interprète judiciaire se mit en trafiquante des stupéfiants pour pouvoir payer l'hospitalisation de sa mère et l'avenir de ses deux filles qu'elle élève seule. D'où vous êtes venu de faire ce personnage si singulier, l'héroïne du roman? Euh, L'idée, elle m'est venue parce que je travaillais, je faisais des commissions d'office. Les commissions d'office, c'est quand vous allez au tribunal défendre les gens qui ont été arrêtés la veille et qui arrivent avec leur dossier pour être jugés le lendemain. Et c'est une justice qui est extrêmement rapide, mais une justice d'abattage, parce qu'on peut avoir 10 ans de prison aussi en commission d'office. Et il y a beaucoup d'étrangers, évidemment, puisqu'il y a des vols, des arrachages de colliers, par exemple. Il y a beaucoup ça encore à Paris. D'ailleurs, les touristes coréens, des arrachages de sacs, des arrachages de colliers, ça arrive tout le temps, parce que Paris n'est pas une ville sûre. C'est ça le problème. Bref, tout ça, quand ils sont arrêtés, passe en comparution immédiate. Et il y a donc des traducteurs judiciaires, plein. Et c'est des audiences qui se terminent très tard, 2h, 3h du matin, parce qu'il y en a 20, 30 qui passent. Et nous, les avocats commis d'office, à l'époque je faisais des commissions d'office, on connaît les traducteurs parce qu'on a toujours les mêmes gens. Et il y avait un couple de gens qui avaient 80 ans. Et un homme et une femme qui travaillaient. Et c'était une nuit d'hiver, il était 2h du matin, il faisait très froid parce qu'il n'y a pas de chauffage au palais. C'était un vieux bâtiment, aujourd'hui ça a changé, mais c'était un vieux bâtiment pas du tout isolé. Et je leur ai dit, mais comment ça se fait qu'à 80 ans, vous travaillez encore? Et ils m'ont répondu, bah, parce qu'on n'a pas de retraite et pas de sécurité sociale, on est obligé de travailler parce qu'on n'a rien pour manger. Et j'ai dit, mais comment ça se fait? Ça fait, depuis que je travaille ici, que vous êtes là, quoi. Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que vous êtes traducteur judiciaire. Il dit, oui, mais les traducteurs, ce qu'on appelle les auxiliaires de justice, enfin, ça s'appelle personnel occasionnel au service de la justice. En fait, on est, comment dire, payé au noir par le ministère. Et on n'est pas déclaré. Et là, j'ai découvert une espèce d'iceberg énorme. En fait, 48 000 auxiliaires du ministère de la Justice sont des travailleurs au noir. Et le ministère de la Justice est le plus grand employeur au noir de France. Des gens qui n'ont ni sécurité sociale, ni retraite, ni allocation pour maternité, rien. Et je me suis dit, mais quel extraordinaire ressort narratif pour raconter quelqu'un qui va… Parce que ce que je n'aime pas dans les romans, c'est qu'on ne peut pas s'identifier au personnage. Mais c'est pour ça que ce livre a autant marché, je pense. Parce que toutes les femmes qui travaillent ont à 50 ans ce moment atroce des enfants qui partent et des vieux qui deviennent dépendants. Et c'est une espèce de compression entre le travail pendant la journée, les charges. En fait, on ne travaille que pour les autres pendant 5 ou 6 ans de sa vie. C'est la période la plus affreuse dont personne ne parle à une femme, plus la ménopause en même temps. C'est une période abominable dont les mères ne parlent pas à leurs filles et ça arrive à toute personne dans les sociétés occidentales. Et ça, je me suis dit, une personne à qui il arrive ça, ce qui m'arrivait à l'époque, qui en plus de ça, l'État se fout totalement de sa gueule
et ne lui assure aucun avenir, transgresser la norme, c'est la chose la plus normale qu'on puisse imaginer. Et d'ailleurs, quand la daronne est sortie en France, et j'ai fait beaucoup de salons et j'ai rencontré beaucoup de gens, pas une personne ne m'a dit que le livre était immoral. Pourtant, c'est quand même totalement immoral. Donc, c'est totalement intégré que la transgression de la norme de cette femme est une chose normale. C'est ça qui est drôle. Et ce livre est un polar qui parle de femmes, écrit par une femme. À votre avis, quelle est la place occupée par les femmes dans l'univers des romans policiers français? Alors là, ça, c'est la question qui me hérisse à chaque fois. Parce que on m'a déjà posé la question et j'ai répondu d'une manière glaciale. Je ne vois pas en quoi la forme de mes organes génitaux change ma façon d'écrire. Ça, je veux que vous mettiez tout ça dans la tête dans vos intitulés. Ce n'est pas parce que vos organes génitaux sont l'organe d'une femme que vous posez les questions que vous posez. Ça n'a rien à voir. C'est ça la théorie du genre. Le genre, c'est la société qui vous l'assigne. Si on m'avait habillé en garçon tous les jours et qu'on m'avait dit, ce qui est d'ailleurs le cas, puisque mes parents n'ont eu qu'un enfant et mon père voulait un garçon, j'ai été élevée en garçon. Si je vous dis que je raisonne comme un homme, qu'est-ce que j'ai à voir avec le polar féminin? Il n'y a pas de polar féminin. Il y a des femmes qui écrivent des livres au même titre que des hommes et qui choisissent les sujets qu'elles veulent choisir. Il n'y a pas une écriture féminine. Je veux plus qu'on dise ça. Il n'y a pas d'écriture féminine. Voilà. D'accord. La Daronne est un roman multiprimé. Il a notamment remporté le prix du polar européen, le Grand Prix de littérature policière et le prix de lecteur en 2017. Comment expliquer ce succès tant auprès de la critique, auprès du grand public? Alors, quand j'ai commencé à écrire mon livre, j'ai dit à mon mari, je vais raconter l'histoire d'une traductrice judiciaire qui n'arrive pas à payer les pâtes de sa mère et les apparts de ses filles. Et il m'a dit cette phrase, il m'a dit, mais qui ça va intéresser ton histoire de petite bonne femme? Et là, je me dis, mais attends, mais on est toutes des petites bonnes femmes. Qu'est-ce que ça veut dire, une histoire de petite bonne femme? Eh bien, vous savez quoi? Je pense que ce livre a eu le succès qu'il a eu parce que justement, c'est l'histoire d'une petite bonne femme et qu'on n'en parle jamais. On parle toujours de femmes exceptionnelles qui, avec des seins gros comme ça, arrivent à devenir des espionnes, des assassines, des machins. Mais quelqu'un qui se bat dans son quotidien avec ses armes pour essayer de survivre, personne n'en parle jamais dans les polars. La femme telle qu'elle est, avec ses emmerdements et sa vie quotidienne, personne n'en parle. Et mon mari m'a dit, ça va être aussi passionnant que quelqu'un qui fait la queue pour faire rembourser ses feuilles de sécurité sociale. Qu'est-ce que tu vas raconter? Et voilà. Et ça, il m'a dit, quand le livre a eu ce succès, il m'a dit, écoute, si le succès est inversement proportionnel à ce que je pense de tes livres, écoute, je n'ai plus rien à dire. Voilà. Le cinéaste français Jean-Paul Salomé, qui a réalisé entre autres Les Femmes de l'ombre et Le Caméléon, a adapté ce roman au cinéma avec Isabelle Huppert dans le rôle principal. La célèbre actrice française a d'ailleurs dit s'être précipitée dans une librairie pour acheter La Daronne après avoir entendu votre interview à la radio. Et en lisant votre livre, elle savait tout de suite que le formidable personnage était pour elle. Qu'est-ce que vous avez ressenti en la voyant dans la peau de Patience Portefeux sur grand écran? Écoutez, j'ai été extrêmement flattée. En fait, je suis propriétaire de mes droits d'adaptation. En bonne avocate, je ne les ai jamais cédés. Et quand La Daronne est sortie, même avant qu'il y ait des prix ou quoi que ce soit, une semaine après sa sortie, parce que les réalisateurs français ont ce qu'on appelle des vigies chez les libraires. Quand quelque chose va avoir du succès ou ils pensent qu'il va avoir du succès, ils les interpellent en disant, écoute, tu devrais lire ça et acheter les droits tout de suite. Donc, quand le livre est sorti, au bout d'une semaine, j'ai eu un afflux de demandes d'achat de droits. C'est-à-dire là, on en a eu 40, je crois, qui sont arrivés à ma maison d'édition. Nous sommes intéressés pour acheter une option. Et quand ils ont su que c'était moi qui étais propriétaire, là, ça a été déjà très problématique parce que quand c'est l'auteur, c'est beaucoup moins simple. Et donc, j'ai fait un casting de réalisateurs français pour savoir des gens mais très, très connus, beaucoup plus connus que Jean-Paul, beaucoup plus, enfin, des gens illustres
qui ont des prix à Cannes. Et en fait, parce que je n'en ai rien à foutre de la célébrité des gens, j'ai fait un casting et je me plais à dire ça parce que c'est la vérité. J'ai rencontré des gens arrogants, désagréables, pensant que uniquement de les voir, j'allais leur céder les droits comme ça. Et je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous voulez faire de mon personnage? Qu'est-ce que ça va raconter? Et Jean-Paul a été le mec le plus humble, la personne la plus humble que j'ai rencontrée, en disant, bah voilà, Isabelle a lu, je connais très bien Isabelle parce qu'il a été président d'Unifrance Film, donc il représente le cinéma français à l'étranger. Et il a fait la campagne des Oscars pour le film d'Heineke avec elle. Donc, ils sont allés d'une propriété à un autre à Hollywood pour faire la campagne pour le film. Et il a appris à la connaître et elle lui a dit un jour, écoute, je te trouve très sympathique. Si un jour tu as une histoire à me proposer, je suis partante. Et il est arrivé avec la daronne, elle l'avait déjà lu. Et elle a dit, écoute, c'est fantastique, moi je veux faire ce film, je veux faire ce livre, est-ce que tu connais l'auteur? Il a dit, bah voilà, je l'ai contacté, on s'est bien entendu, qu'est-ce que tu en penses? Et elle a dit oui. Et moi, quand elle a dit oui, ben, je veux dire, c'est la plus grande actrice, je pense, au monde aujourd'hui. Et j'étais extrêmement flattée. Et quand je l'ai vue incarner ce personnage, qui finalement est un peu moi, quelque part, parce que quand vous écrivez un personnage féminin qui a exactement votre âge, c'est vous que vous mettez en scène. Surtout que l'enfance de Patience, c'est la mienne. Elle a été extrêmement inspirée de la mienne, qui est quand même une enfance très particulière. Et donc, ce personnage m'était très proche. Et de voir Isabelle incarner ce personnage, ça a été une jubilation. Voilà. Et vous avez d'ailleurs signé avec Jean-Paul Salomé le scénario du film. Sorti en 2020 en France, La Daronne a obtenu une nomination pour le César 2021 de la meilleure adaptation. Comment s'était déroulée l'écriture du scénario avec Jean-Paul Salomé et quels souvenirs gardez-vous de ce travail collectif? Un travail extrêmement agréable. Ça a été d'une fluidité totale. En fait, Jean-Paul avait lu mon livre un nombre incalculable de fois et possédait vraiment le livre, non pas de manière linéaire, mais de manière sphérique, c'est-à-dire avec 1000 entrées différentes. Il le possédait entièrement. Et du coup, bah, j'écrivais 20 pages, je lui envoyais. Lui mettait du cinéma de comment il voulait filmer Isabelle. Écrire un scénario quand vous connaissez la personne qui va incarner le film, c'est extrêmement plus facile que d'écrire un scénario à blanc comme ça, et puis il va être lu par les actrices bankable du moment. C'est pas du tout la même chose. On a vraiment écrit pour Isabelle. Donc, ça a été très facile. Ça a été un travail extrêmement agréable. Et on a eu des problèmes avec le producteur. On a changé de producteur en cours parce qu'on a été tellement rapide qu'en fait, lui, il pensait avoir le scénario au bout d'un an. On l'avait fait écrire entièrement au bout de 3 mois. Donc, il s'est retrouvé avec un scénario qui n'était pas programmé dans son truc et ça a terminé en clash. Finalement, ça a été monté par quelqu'un d'autre parce que c'était si facile et si fluide que ça a été créé vite et c'était très sympathique. L'édition 2021 du Salon international du livre de Séoul a pris la ponctuation pour thème et propose de réfléchir ensemble à la voie à prendre après la pandémie de COVID-19. Cette crise sanitaire nous a contraints à changer d'approche pour repartir sur de nouvelles bases. Selon vous, en quoi le monde sera-t-il différent après la pandémie? En rien, en rien. Le monde, il est en train de reprendre sa place exactement comme avant. En rien. Pendant le confinement, on a montré des biches qui mangeaient sur la voie publique parce qu'elles étaient sorties des forêts tellement c'était calme. Et on est retourné les tuer. Des bateaux qui arrêtaient de pêcher, il y a de nouveau de la pêche industrielle. Tout a repris exactement comme avant. D'ailleurs, la bourse n'a jamais été aussi haute parce qu'il spécule sur la reprise économique énorme. Donc, c'est un signe. Le monde repart de plus belle et dans toute son absurdité, dans toute sa démesure. Et les zoonoses, c'est-à-dire les virus à base d'animaux qui sortent de leur habitat parce que l'homme s'étend partout, va continuer et ça va continuer de plus belle. À Paris, en ce moment, il tombe, par exemple,
autant de pluie en un jour qu'en 3 mois, tout le monde dit « Oh là là, la pluie, c'est pas possible, c'est le réchauffement climatique ». Rien ne change, rien ne change. Donc non, il n'y aura pas d'incidence, sauf que, effectivement, il y aura une incidence sur une chose, c'est le télétravail. Je pense qu'en Corée, c'est pareil. Le télétravail s'est considérablement étendu. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour beaucoup de gens de ne pas faire des transports pour aller travailler. Sauf que les femmes, au lieu d'avoir une double journée, maintenant, elles ont une triple journée. C'est-à-dire qu'elles travaillent, elles ont leur boutard à la maison qui passe devant leur Zoom comme ça. Personne ne les garde. Et en plus de ça, elles font tout le reste. Donc, elles ont une triple journée. Et en plus de ça, ça isole les travailleurs. Du coup, la syndicalisation qui permet de défendre ses droits, comme les travailleurs maintenant vont être répartis partout et que les patrons vont en profiter pour les faire travailler encore plus en télétravail parce que vous n'avez plus d'horaire, puisque vous êtes devant votre ordinateur, vous pouvez travailler autant que veut votre patron. En fait, tout ce qui est mouvement social ne pourra plus exister. C'est encore pire, je pense, le télétravail. C'est pas qu'un confort, c'est aussi un recul de la défense des droits des ouvriers, enfin pas des ouvriers, mais des travailleurs du secteur tertiaire. Et avant de nous quitter, pouvez-vous laisser quelques mots à vos lecteurs sud-coréens qui espèrent vous recevoir ici dans le pays des matins calmes? Je suis extrêmement flattée d'être lue par les Coréens. Alors, je ne me fais pas division, je pense que ce sont les femmes coréennes qui me lisent, comme des milliers de femmes ici m'ont lu, parce qu'elles aussi sont des petites madames, comme en France, et qu'elles aussi ont exactement les mêmes soucis. Je pense que vous avez une société qui est une société vieillissante comme la nôtre, avec des gens qu'il faut prendre en charge, qui est le baby-boom des années 60, qui maintenant commence à devenir vieux, ou des baby-boom, non, je raconte des bêtises, le baby-boom d'après-guerre, de gens qui commencent à devenir vieux, vous avez des charges extrêmement lourdes de la même nature que les nôtres, et les femmes investissent également dans l'éducation de leurs enfants. Je pense que la femme coréenne a les mêmes problèmes que la femme française. Ça ne m'étonne pas que mon livre leur plaît. Donc, je leur dis merci aux femmes coréennes parce que je suis très flattée. Et puis, j'espère venir. Et je vous remercie du fond du cœur de nous avoir accordé ce bel entretien depuis la France. Et j'espère que cette interview permettra aux lecteurs sud-coréens de mieux comprendre votre univers et donnera envie de découvrir vos ouvrages ainsi que vos films. Merci beaucoup. Merci.